Couleurs de ce temps. La radiodiffusion française vous prie d'écouter une émission de Georges Charbonnier et Alain Trutat, Couleurs de ce temps. Aujourd'hui, Georges Charbonnier vous présente Henri Matisse. Monsieur Matisse, vous avez fait nombre de compositions murales et dans ces compositions murales, vous avez utilisé notamment le thème de la danse. Je crois que vous l'avez utilisé une première fois, ou tout au moins une des premières fois, pour des peintures murales de Moscou. Pouvez-vous me dire comment vous avez composé ces peintures murales? J'aime beaucoup la danse. Je trouve que la danse est une chose extraordinaire comme vie, comme rythme. C'est tout à fait, je trouve ça très bien et je vis dedans très, très facilement. Si bien que quand j'ai eu à faire une danse pour Moscou, j'ai simplement été au Moulin de la Galette le dimanche après-midi et j'ai regardé danser. J'ai regardé notamment la farandole, souvent vers la fin de la séance. Au milieu, il y avait une farandole. Alors cette farandole est une chose très gaie. Les danseurs se tiennent par la main, courent à travers la salle, entortillent les gens qui sont un peu égarés. C'est extrêmement gai. Et alors tout ça était sur une musique toute simple, une musique sautillante. Et alors quand je connaissais bien cette chose-là. Et quand j'ai eu à faire une composition, je suis retourné au Moulin de la Galette pour revoir ça. Alors, rentré chez moi, j'ai composé ma danse sur ma surface de 4 mètres et en chantant le même air que j'avais entendu au Moulin de la Galette. Si bien que toutes mes compositions, tous mes danseurs sont d'accord. Et ils dansent, n'est-ce pas, sur le même rythme. Voilà une première chose. Est-ce que l'idée d'employer le thème de la danse existait avant la décoration, avant la peinture murale, ou est-ce au contraire la surface et la forme de la surface qui vous a suggéré le thème? Non, c'est que j'aime particulièrement la danse, que je vis davantage dans la danse que dans n'importe quelle composition. C'est mouvementé, c'est expressif, c'est rythmique, ça correspond à une musique que j'aime bien, à la musique que j'aime bien. C'était particulièrement en moi, cette danse. Je n'ai pas eu besoin de me chauffer, seulement j'ai marché sur des éléments vivants. Et pensez-vous alors, je m'écarte un petit peu là, que l'élément mouvement serait utilisé de façon efficace dans la peinture murale, alors qu'on a l'habitude d'affirmer que c'est le statisme qui distingue la peinture de Chevalet? Mais il y a deux façons de comprendre les choses. Vous pouvez voir d'une façon statique une danse, parce que ça dépend si vous la voyez dans l'esprit, si vous la composez comme ça, ou si vous la composez physiquement en dansant avec vos membres. La statique n'empêche pas du tout le sentiment du mouvement, mais c'est un mouvement qui est placé à un degré d'élévation qui n'entraîne pas les muscles des spectateurs, mais simplement leur esprit. À Pittsburgh, pour l'américain Barnes, je crois que vous avez refait une composition murale en utilisant le même thème. Oui, c'est évident, mais permettez-moi de vous dire tout de suite que ce n'est pas à Pittsburgh, mais c'est à Merion, près de Philadelphie, qu'il y a la fondation Barnes. Alors là, j'ai refait tout un plafond, c'est-à-dire un plafond avec la même composition, mais alors en l'arrangeant, par exemple. C'était ce qu'on appelle en architecture des lunettes dans un plafond, n'est-ce pas, des espèces de voussures. Eh bien alors j'ai mis mes personnages, je les ai fait beaucoup plus grands qu'en réalité, n'est-ce pas, que supporter les surfaces, si bien qu'il y a la moitié d'un corps, on voit la moitié d'un corps qui sort du haut, un autre dans le bas est couché. J'ai donné enfin à cette surface qui était pas extrêmement grande, qui n'avait que 13 mètres, j'ai donné la possibilité d'y voir une danse beaucoup, beaucoup plus grande, parce que je me suis servi de fragments. Est-ce qu'une difficulté particulière ne venait pas du fait
que cette peinture murale est placée à contre-jour, je crois. Cette peinture murale est placée à contre-jour, mais j'ai fini par me servir de ce contre-jour. Parce que cette peinture murale est au-dessus de 3 grandes portes de 5 mètres de haut, qui donnent dans un jardin, des portes vitrées, et alors il y a des entreportes qui ont certainement 2 mètres. Alors, je me suis servi des contrastes créés par les entreportes, je m'en suis servi pour faire des correspondances avec des forces dans le plafond. Dans le plafond, j'ai mis des noirs, beaucoup plus noirs que le gris des entreportes. Si bien que j'ai déplacé le contraste, au lieu de le mettre entre la lumière de la porte et l'entreporte, j'ai mis le contraste dans le plafond, si bien que mon contraste très fort a réuni tout le panneau porte et entreporte. Et pour la couleur, je crois que vous avez été amené à employer des couleurs qui ne soient pas violentes, parce que le vert, la verdure des jardins, je crois, qui elle était extrêmement vive, était une gêne également pour la composition de cette peinture. Le grand point à observer était que cette décoration était placée dans une salle immense dans laquelle il y avait les plus beaux renoirs, les plus beaux sésames, les seuras extraordinaires. Et je ne pouvais pas, je ne prétendais pas et je ne devais pas lutter avec ces peintures. Alors j'ai dû, étant dans le plafond, prendre une gamme de couleurs qui était aérienne, un peu une peinture de plafond. Et puis alors éviter des couleurs comme le vert, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai pris des grands contrastes noirs correspondant aux entreportes. Et alors des compartiments roses, des compartiments bleus, des compartiments de diverses couleurs, de façon à créer une musique de couleurs qui n'avait rien de particulier avec la réalité, rien que mon émotion qui était d'accord avec la danse. Et ce thème de la danse, je reviens encore sur ce point, ne vous avait-il pas été suggéré par la forme même du plafond que vous employez, par la nécessité de couvrir, plus exactement par la nécessité de présenter des personnages debout et d'autres accroupis de façon à utiliser toute la surface dont vous disposiez? Il a surtout fallu que je donne dans un espace limité l'idée de l'immensité. C'est pourquoi j'ai mis mes personnages ne sont pas toujours entiers. Il y en a la moitié qui est dehors, qui est au-dessus. Par exemple, si j'ai peut-être 3 mètres de haut de surface, j'ai fait des personnages qui demanderaient à avoir 6 mètres de fond. Pas 6 mètres de fond, mais enfin, qui sont de 6 mètres. Alors, j'en donne un fragment et j'entraîne l'esprit du spectateur. Par le rythme, je l'entraîne à poursuivre le mouvement de la fraction qu'il voit, de façon à ce qu'il ait le sentiment de la totalité. Et l'intérêt était certainement, comme dans la peinture en général, l'intérêt est de donner dans une surface très limitée l'idée de l'immensité. C'est ce que j'ai fait à la chapelle de Vence, c'est dans une chapelle de couvent, et malgré tout, j'ai donné, il me semble, j'ai donné l'idée d'une immensité, qui porte sur l'esprit, qui porte l'espace, même sur les sens. Et je crois que le rôle de la peinture, surtout la peinture décorative, est d'agrandir les surfaces. C'est de faire qu'on ne sent plus la dimension du mur. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez décoré la chapelle de Vence. Pourquoi avez-vous décoré cette chapelle? C'est parce que depuis très longtemps, je voudrais un peu synthétiser tout mon apport. Et alors, s'est trouvé cette occasion. J'ai pu faire en même temps de l'architecture, des vitraux, de grands dessins muraux sur des céramiques, et réunir toutes ces choses-là de façon à avoir une unité parfaite. J'ai même fait une flèche à cette chapelle qui a 12 mètres de haut. J'ai fait une flèche qui a 12 mètres, plus de 12 mètres, et qui n'écrase pas une flèche en fer forgé, et qui n'écrase pas la chapelle, au contraire, qui lui donne de la hauteur. Parce que cette flèche, je l'ai faite comme un dessin que je ferai sur une feuille de papier, seulement c'est un dessin qui monte. Par exemple, lorsqu'on voit une chaumière
qui fume vers la fin de la journée. On regarde cette fumée qui monte et on n'a pas intention du tout qu'elle s'arrête. C'est un petit peu le sentiment que j'ai donné dans ma flèche. De même que pour l'intérieur, pour l'hôtel, j'ai pris le même sentiment. Il faut faire un officiant placé devant le public. Alors il fallait donc décorer l'hôtel d'une façon légère, de façon à ce que l'officiant puisse voir les fidèles et que les fidèles puissent voir l'officiant. Alors il y a une légèreté dans les éléments qui se correspond et qui donne un sentiment de dégagement, d'affranchissement. Si bien que ma chapelle n'est pas frère, il faut mourir, c'est au contraire frère, il faut vivre. Pensez-vous, et je ne me cache pas que je formule ma question avec maladresse, qu'il existe un art religieux? Tout art vraiment digne de ce nom est religieux. Dès moment qu'un artiste sort de son sentiment, n'est-ce pas, une création faite de lignes, de couleurs, si cette production n'est pas religieuse, elle n'existe pas. Ou alors c'est d'art documentaire, c'est de l'art anecdotique, etc., qui n'a rien à faire, qui n'est plus de l'art, qui vient à une certaine époque de civilisation, qui a besoin d'expliquer, de montrer aux gens sans éducation artistique, de montrer des choses qu'ils pourraient remarquer sans avoir besoin de dire. Ils sont paresseux d'esprit, il faut leur mettre sous les yeux une image qui leur fasse des souvenirs, qui les entraîne un peu plus loin même. Mais ça n'est pas... C'est un art dont nous n'avons plus besoin maintenant. Cette chose-là est dépassée. Lorsque vous faites une chapelle, lorsque vous la décorez, dans cette chapelle, on va introduire un homme qui va voir la peinture, les décorations, qui va se trouver dans un certain milieu et qui va prendre une certaine attitude. Que cherchez-vous à lui communiquer? Vous sentez-vous un devoir envers lui? Et ce devoir, est-ce que vous sentez que vous l'avez également lorsque vous lui montrez seulement une peinture de chevalet qui n'a pas un but religieux, une peinture morale qui n'a qu'un but décoratif, par exemple? Je veux que les visiteurs de la chapelle éprouvent un allègement d'esprit, que même sans être croyants, ils se trouvent dans un milieu où alors l'esprit est aisé, où la pensée est claire, et alors le sentiment aussi allégé. Et le bénéfice justement de la visite de cette personne, n'est-ce pas, viendra aisément et sans avoir besoin de se cogner la tête par terre. Est-ce que ce bénéfice, vous ne songez pas à le procurer également à celui qui vient voir une toile? C'est évident, un tableau qui n'aurait pas ce sentiment-là n'existerait pas. Un tableau de Rembrandt, un tableau de Frangelico, un tableau... d'un bon artiste a toujours cette espèce de sentiment d'évasion et d'élévation d'esprit, n'est-ce pas? Et ce n'est pas parce que le tableau est un tableau de chevalet. Ça veut dire quoi? C'est une peinture. Un tableau de chevalet, c'est une peinture qu'on garde dans la main, si vous voulez. Mais tout de même, il doit entraîner. Cette peinture doit entraîner l'esprit du spectateur beaucoup plus loin que le tableau. Je ne vois pas une peinture qui n'ait pas cette qualité-là. Ou alors, c'est une image. Et aujourd'hui, avec la photographie, on fait tellement belles images, même en couleur, que le devoir de l'artiste, du peintre, est de donner davantage ce que la photographie ne donne pas. Seulement, la peinture de Rembrandt dont vous avez parlé, par exemple, ne communique pas toujours de la sérénité. Celle de Gréco communique souvent de l'inquiétude. Et je crois que vous avez mis l'accent, et 100 fois, on a repris le passage que vous aviez écrit, dans lequel vous disiez « je ne veux pas inquiéter ». C'est évident. Moi, mon rôle, je crois, est donner de l'apaisement, parce que moi, j'en ai besoin d'apaisement. Maintenant, Rembrandt, c'est évident, c'est une peinture en profondeur, c'est une peinture du Nord d'abord, c'est une peinture de Hollande, de Flandre, et qui n'a pas la même atmosphère que celle que nous avons, nous, en France, ou à la Méditerranée, tout près de Paris, après tout.
Et alors, n'est-ce pas, Gréco, par exemple, eh bien, Gréco, c'est un esprit tourmenté qui sort sa tourmente et qui la met sur une toile. Elle se communique au spectateur, mais il peut très bien se faire aussi que il aurait bien pu peut-être dominer son inquiétude, sa tourmente, pour alors chanter, comme Beethoven a fait dans sa dernière symphonie. Je voudrais là changer absolument de sujet. Vous êtes peintre, mais vous êtes aussi sculpteur. Et il est une question que personnellement je me pose toujours. Est-ce que les moyens d'expression sont équivalents ou pas? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on exprime plutôt par la musique et d'autres plutôt par la peinture? Et en l'espèce, est-ce qu'il y a certaines choses qu'on exprime par la peinture et d'autres par la sculpture? Ou au contraire, peut-on dire les mêmes choses? Car enfin, ce n'est pas par hasard qu'un homme, un matin, se met à peindre ou au contraire à sculpter. Moi, j'ai fait de la sculpture comme complément d'études. J'ai fait de la sculpture quand fatigué de la peinture et ne pouvant pas attraper tous les bouts, eh bien, j'étais un petit peu fatigué de la peinture. J'ai pris de la sculpture pour changer de moyen. Mais je fais de la sculpture comme un peintre, mais je n'ai pas fait de la sculpture comme un sculpteur. Ce que dit la sculpture n'est pas ce que dit la peinture, ce que dit la peinture n'est pas ce que dit la musique. Ce sont des routes parallèles, mais qu'on ne peut pas confondre. Mais leur démarche est semblable. Qu'entendez-vous par leur démarche? Vous dites que ce sont des routes parallèles. Qui dit route dit que l'on va vers un certain point. Et que ce point, donc, on peut y aller par la sculpture, par la peinture, par tout art. C'est pourquoi je disais, ce sont des démarches semblables, menant au même but. C'est évident, mais la ligne d'horizon, n'est-ce pas, est vaste, et alors il y a bien des points. Au fur et à mesure qu'on marche, eh bien, on va à l'horizon, mais on va à des points bien différents. En tout cas, la musique, n'est-ce pas, c'est l'expression, l'art est l'expression de l'âme de l'homme, et alors il prend son moyen, la musique, la sculpture, la peinture. C'est toute une affaire personnelle, c'est une affaire de disposition et de don naturel. Lorsqu'il s'agit, par exemple, du dessin, dans la mesure où on l'oppose à la peinture, je pense tout de même que là, on n'exprime pas la même chose par la peinture et le dessin. Alain a dit, par exemple, que la peinture exprimait le moment et que le dessin exprimait l'instant. Est-ce que cela vous paraît valable? Moi, je crois que la peinture et le dessin, c'est la même chose. Le dessin est une peinture faite avec des moyens réduits. Sur une surface blanche, une feuille de papier, avec une plume et de l'encre, on peut, en créant certains contrastes par des volumes, on peut changer la qualité du papier, donner des surfaces souples, des surfaces claires, des surfaces dures, sans toutefois mettre ni ombre ni lumière. Pour moi, le dessin, c'est une peinture avec des moyens réduits. Et elle peut être très intéressante, tout à fait de soulager l'artiste de son émotion, très bien, aussi bien que la peinture. Mais la peinture est évidemment quelque chose de plus nourri, et qui a plus d'action sur l'esprit. Comme tous les artistes d'une véritable importance, vous avez donc fait de la peinture, du dessin, de la sculpture, mais vous avez aussi fait des illustrations. Comment se pose le problème de l'illustration et qu'est-ce que illustrer un texte? Illustrer un texte, ça n'est pas compléter un texte. N'est-ce pas? Si un artiste, un littérateur, a besoin d'un artiste pour venir expliquer ce qu'il a dit, c'est que le littérateur est insuffisant. Moi, j'ai trouvé déjà des littérateurs sur lesquels il n'y avait rien à faire, ils avaient tout dit. Maintenant, alors, l'illustration d'un livre, ça peut être aussi l'enjolivement, ça peut être l'enrichissement du livre, par des arabesques, par un point de vue tout à fait analogue à celui du littérateur, mais conçu par un artiste plastique. Alors, l'illustration, en somme, et avec des moyens décoratifs, avec un beau papier, avec cette chose-là, l'illustration a son utilité. Mais tout de même, ça n'apporte pas grand-chose à la littérature essentielle.
Les littérateurs n'ont pas besoin des peintres pour expliquer ce qu'ils veulent dire. Ils doivent avoir suffisamment en eux pour le faire. Une dernière question. Vraiment la dernière. Comment se fait-il que dans l'œuvre d'un assez grand nombre de peintres contemporains, le visage humain devienne anonyme? Voilà. Est-ce que c'est pour moi que vous dites ça? Parce que je ne mets pas Dieu, quelquefois, ni de nez, ni de bouche à mes personnages. Mais c'est parce que les visages sont anonymes, parce que l'expression porte dans tout le tableau, n'est-ce pas? Les bras, les jambes, tout ça, ce sont des lignes qui agissent comme dans un orchestre, enregistre des mouvements de timbres différents. Si bien que si on met des yeux, un nez, une bouche, ça n'a pas grande utilité. Au contraire, ça paralyse l'imagination du spectateur et ça l'oblige à voir une personne d'une certaine forme, d'une certaine ressemblance, etc. Tandis que si vous donnez des lignes, des valeurs, des forces, eh bien son esprit part à travers ça et alors l'imagination est délivrée de toute limite. Nous vous avons présenté Couleurs de ce temps, une émission de Georges Charbonnier et Alain Trutta, aujourd'hui consacrée à Henri Matisse. Prochaine émission, entretien avec Juan Miro.